Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de 22 heures. Voici les titres de ce journal. Le président de la République a décerné la médaille de commandeur de l'ordre de la Grande Étoile de Djibouti au ministre, le docteur Nabil Mohamed Ahmed. Autre actualité nationale, une coopération turco-djiboutienne prometteuse. Aux nouvelles mondiales, à présent, l'Égypte met en garde contre des combats dans la ville de Rafah, frontière de l'Égypte. Les titres, les détails dans ce journal de 22 heures, mesdames et messieurs. Je vous les disais dans les titres. Dans un geste empreint de reconnaissance et de gratification, le président de la République de Djibouti, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, a décerné ce matin au Palais de la République la médaille de commandeur dans l'ordre de la Grande Étoile de Djibouti au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le docteur Nabil Mohamed. Cette distinction prestigieuse vient saluer le rôle et l'engagement indéfectible du docteur Nabil dans la réussite du grand projet de lancement du premier satellite de Djibouti au mois de novembre dernier. En effet, le rôle crucial du ministre dans la concrétisation de cette initiative révolutionnaire témoigne de sa détermination et de son dévouement vers le progrès scientifique et technologique de la nation. Au-delà de sa contribution remarquable au projet de satellite, le docteur Nabil a également été un acteur essentiel dans le renforcement et la promotion des grands projets d'enseignement et de recherche à Djibouti, notamment son implication dans le projet d'inauguration de l'Observatoire régional de Djibouti pour le climat et sa participation active au sommet régional sur le changement climatique ont été des éléments déterminants dans la reconnaissance de ses mérites. Cette distinction souligne non seulement les réalisations exceptionnelles du docteur Nabil Mohamed, mais également son engagement envers l'avancement de l'éducation, de la recherche et de l'innovation à Djibouti en tant que figure emblématique du secteur de l'enseignement supérieur. Toujours le président de la République, son Excellence Hadj Ismaël Omar Guelleh, a reçu ensuite le directeur du Centre spatial universitaire de Montpellier, le professeur Laurent Dussault, ainsi que 10 ingénieurs et techniciens djiboutiens qui ont fabriqué le premier satellite lancé en novembre de l'année dernière. Dans un geste de reconnaissance et d'appréciation envers ces brillants jeunes djiboutiens, le président Guelleh a remis des voitures à ces jeunes ingénieurs et techniciens en reconnaissance de leur contribution exceptionnelle à la réussite de ce projet historique pour Djibouti. À travers ce geste symbolique de remise de voitures, le président Guelleh a tenu à saluer non seulement les réalisations individuelles de ces ingénieurs et techniciens, mais aussi leur engagement collectif envers l'avancement scientifique et technologique de Djibouti. Le président a exprimé sa fierté envers ces ingénieurs de l'espace pour leur travail acharné et leur détermination qui a permis à Djibouti de marquer son entrée dans le domaine spatial avec brio. Cet événement témoigne la vision du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, de faire de Djibouti un pays moderne et prospère, capable de développer ses propres technologies pour stimuler la recherche et l'innovation. Le premier satellite lancé en novembre dernier marque une étape décisive dans l'histoire spatiale de Djibouti et son succès est le fruit du dévouement, de l'expertise et de l'ingéniosité de ces hommes et femmes talentueux. Ces jeunes ingénieurs ont reçu la formation dans les locaux du Centre spatial de l'Université de Montpellier en France, où ils ont conçu et testé les satellites pour faire le saut technologique qui symbolise le rôle de Djibouti dans la conception de ses propres satellites capables de récolter des résultats sur le climat, mais aussi de s'engager dans des perspectives de développement dans la région. Voici à présent la réaction du directeur du Centre spatial universitaire de Montpellier, le professeur Laurent Dussault. Tout d'abord, je dois dire que c'est un très grand honneur et une très grande fierté pour moi de recevoir cette décoration. Je voudrais remercier le chef de l'État pour la confiance qu'il nous a témoignée, d'une part en nous confiant l'accompagnement de ce magnifique projet de satellite qui place la République de Djibouti dans un club vraiment très très fermé des pays africains qui disposent de leurs propres satellites.
C'était aussi la confiance parce qu'il nous a confié 10 jeunes, des ingénieurs, des techniciens qui sont venus dans nos locaux à Montpellier, où ils ont travaillé pendant 3 ans. Ça a été difficile, c'est très difficile de faire du spatial, des satellites. Et ils ont fait preuve d'énormément de valeur, de ténacité. Ils ont travaillé dur. Et je pense que les valeurs dont ils ont fait preuve donnent une image extrêmement positive de la République de Djibouti. Et le résultat est là. Nous avons un vol, un satellite qui fonctionne extrêmement bien. Tous les jours, nous écoutons les signaux, tous les jours, nous récupérons les données. Et j'espère que ce beau programme va se poursuivre, qu'il y aura une suite, parce que le spatial, c'est avant tout un outil pour aider les populations dans énormément d'activités, que ce soit au service de l'eau, des services de l'eau, que ce soit pour l'agriculture, que ce soit dans beaucoup de domaines. On a vraiment besoin du spatial. Et doter la République de Djibouti d'un programme spatial, c'est aussi se mettre au service des populations. Et ça, le chef de l'État l'a très bien compris. Et maintenant, voici la réaction recueillie auprès du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le docteur Nabil Mohamed. Alors, j'ai été décoré par le président de la République par une des plus hautes distinctions. Je voudrais vraiment le remercier de tout cœur parce que, encore une fois, à travers lui, c'est la nation djiboutienne qui sait être fière de ses enfants et les récompenser. Quand il s'agit de les récompenser pour le travail qui a été fait, ce n'est pas un travail individuel, c'est le travail de toute cette équipe autour de moi. Et nous souhaitons continuer dans notre projet. Le président de la République nous a confortés dans ce sens-là, réfléchir à un 3e satellite, c'est en cours, mais également faire de Djibouti un centre d'excellence dans toutes les nouvelles technologies au niveau du nanosatellite et le nouveau espace qu'on appelle en anglais New Space. Nous sommes très 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 fiers d'avoir accompli ce que nous avons accompli, et cela n'a été possible que grâce à de la vision du président de la République qui nous a fait vraiment confiance dès le début, alors que personne ne croyait à ce projet. Nous sommes donc très très fiers et je suis très fier parce qu'on n'a pas acheté un satellite. Ce sont nos techniciens, nos ingénieurs qui sont derrière moi, qui ont été reçus aujourd'hui par le chef de l'État. La nation djiboutienne a su rendre à ses enfants avec toute la gratitude pour le résultat qu'ils ont obtenu. Et c'est cette fierté que le chef de l'État, donc aujourd'hui, les a reçus et ils ont été décorés par le Premier ministre. Nous en avons rêvé et grâce au président, nous l'avons fait. La situation sismique en République de Djibouti. Cette crise sismique qui a débuté le soir du 3 février 2024 à 20h45 heure locale dans le golfe de Tadjoura, à environ 13 km au nord-est des îles Moucha, est toujours en cours. Le nombre de séismes enregistrés est légèrement en baisse par rapport à hier. L'Observatoire d'Arta a enregistré 212 événements les derniers 24 heures. Les séismes ressentis pendant les dernières 24 heures sont le 6 février hier à 18h15, séisme d'une magnitude de 3,7. Toujours hier à 21h24, séisme d'une magnitude de 4,3. Aujourd'hui, 7 février 2024, à 2h41, séisme d'une magnitude de 3,7. Toujours aujourd'hui, 2h47, séisme d'une magnitude de 4,2. Depuis le début de la crise, c'est-à-dire du 3 février à 16h, heure locale, jusqu'au 7 février 2024, l'Observatoire géophysique d'Arta a enregistré 1220 séismes. La majorité des séismes ont des magnitudes inférieures à 3, faible énergie. Cette activité sismique est caractérisée de la sismicité du golfe de Tadjoura. On peut l'interpréter tout simplement par une réactivation de failles accommodant les contraintes tectoniques. Aux nouvelles nationales à présent, l'Alliance parlementaire de Djibouti pour la sécurité alimentaire se sont réunis lors d'un atelier d'une journée présidé par le président de l'Assemblée nationale, M. Dileita Mohamed Dileita, pour discuter et échanger des défis et des solutions relatives à la sécurité alimentaire à Djibouti. Cet atelier a servi de plateforme essentielle pour les parlementaires afin d'échanger des idées, de proposer des recommandations concrètes pour améliorer la situation alimentaire et nutritionnelle dans le pays. Le président de l'Assemblée nationale a souligné l'importance de cet atelier dans la formulation de politiques efficaces qui répondent aux besoins alimentaires de la population djiboutienne.
Il a encouragé les parlementaires à travailler ensemble de manière collaborative pour élaborer des stratégies durables. Parmi les sujets abordés figuraient l'accès à une alimentation saine et nutritive, la promotion de l'agriculture durable, la lutte contre la malnutrition, mais aussi la création d'un environnement propice à la sécurité alimentaire à long terme. Cette journée de discussions et d'échanges, enrichie par des partenaires clés tels que la FAO, l'UNICEF, la Banque mondiale, a permis d'explorer des solutions pour la sécurité alimentaire à Djibouti. Et cette collaboration renforcée ouvre la voie à des progrès significatifs dans ce domaine. Et qu'est-ce que l'Alliance parlementaire djiboutienne de la sécurité alimentaire et nutritionnelle a réalisé, notamment la caravane auquel elle a entrepris sur les 5 régions de la République du Djibouti et les propositions auxquelles elle a fait, les plans d'action, c'était en gros un bilan de l'Alliance parlementaire auquel elle a présenté avec l'aide et l'appui de la FAO et surtout pour présenter aux autres organismes internationaux afin d'atteindre et d'avoir une réalisation adéquate pour la population locale, pour une sécurité alimentaire saine et durable. Le président de l'Assemblée, M. Dileita Mohamed Dileita, a souligné l'importance de cet atelier dans la formation de politiques efficaces qui répondent aux besoins alimentaires de la population djiboutienne. On écoute un extrait de son intervention. En effet, la lutte contre la faim et la malnutrition constitue un véritable défi pour les États. Je félicite les agences internationales des Nations Unies, la FAO, l'UNICEF, l'OMS, ainsi que les PAM et tous les organismes ici présents pour les efforts déployés et les encourage afin de conduire les membres parlementaires en général et les membres de l'Alliance parlementaire en particulier à mettre en œuvre les politiques nationales visant à garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population djiboutienne. Honorables les membres de l'Alliance parlementaire contre la faim, votre présence et participation traduisent une mobilisation accrue et la ferme volonté de soutenir et de promouvoir la mise en œuvre des engagements du pays dans le cadre des engagements de Malabo en 2014, de la conférence internationale de la nutrition organisée également en 2014 et du premier et deuxième sommet mondial des parlementaires respectivement à Madrid et Valparaiso en 2023. Il s'agit de la première réunion parlementaire de ce type. Elle vise à renforcer l'action politique en faveur de la concrétisation de l'objectif de développement durable 2 à l'échelle nationale, à savoir la République de Djibouti. Mesdames et messieurs, en République de Djibouti, malgré sa petite superficie, l'insécurité alimentaire constitue une menace permanente. C'est pourquoi nous devons renforcer la nécessité de lutter contre la malnutrition et la faim. Je suis convaincu que l'Alliance parlementaire djiboutienne joue et jouera pleinement son rôle en faveur des questions de sécurité alimentaire et nutritionnelle, afin d'améliorer les politiques publiques en promouvant de nouvelles lois allant dans le sens de maximiser l'activité agricole et d'évaluer la pertinence des cadres institutionnels et politiques. Le ministre des Transports et des Infrastructures de Djibouti, son Excellence M. Hassan Ahmed, et le président de l'APZF, M. Aboubakar Omar Hadi, ont accueilli la délégation turque conduite par le ministre turc des Infrastructures, M. Abdulkadir Uraloglu, à Retsi World. À son arrivée, le ministre turc des Infrastructures et des Équipements a été accueilli à l'hôtel Retsi par son homologue djiboutien, son Excellence M. Hassan Ahmed, et le président des autorités portières et de la zone franche, M. Aboubakar Omar Hadi. Ensuite, la délégation a eu un entretien dans le salon de VIP en présence des différents responsables djiboutiens et turcs afin de discuter sur les relations bilatérales entre la République de Djibouti et la République turque.
Après une entrevue dans le salon VIP de l'hôtel Red Sea, une réunion plus élargie s'est déroulée sous le signe de coopération axée sur le développement économique du pays. La réunion a été coprésidée par les deux ministres de Djibouti turc des infrastructures et d'équipements, respectivement M. Hassan Ahmed Ibrahim et M. Abdelkadir Uraloglu. La réunion a servi de cadre d'évaluation de la coopération économique et des partenariats multiformes que les deux nations entretiennent dans les différents secteurs du développement. Au cours de ces discussions, la mise en place d'un système facilitant le transport maritime ont été abordés le concept de coût, assurance et fret des zones franches ainsi que le Sea Air Cargo. Le concept de fret multimodal Sea Air Cargo offre aux entreprises la possibilité de positionner stratégiquement leurs marchandises, réduisant ainsi les délais et les coûts de livraison. Était présent le président des autorités portières et de la zone franche, M. Abakar Omar Hadi, le secrétaire général du ministère de l'équipement et des infrastructures, M. Dileta, le directeur des affaires maritimes, M. Ali Mirah, mais aussi l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République de la Turquie, son Excellence M. Aden Hussein Abdullahi, ainsi que les hauts cadres du ministère. À l'issue de cette rencontre fructueuse, les deux parties se sont dites satisfaites de leur échange et ont exprimé le vœu de continuer à approfondir davantage leurs relations privilégiées. Le ministère des Équipements et des Infrastructures s'est réjoui de l'accueil chaleureux qui lui a été réservé à lui et à sa délégation. Aéroport, je suis certain que nous n'allons pas regretter de le faire réaliser par une société turque. Nous avons le bon exemple du barrage d'amitié d'Ambouli. Vous avez vu les résultats, à quoi cela servait. Donc nous allons pouvoir développer en croissance nos relations. Le volume d'échange du niveau de 500 millions de dollars est un volume qui est très faible et nous devons travailler ensemble pour l'élever à de plus hauts niveaux. Pour sa part, le ministre djiboutien des infrastructures et de l'équipement, M. Hassan Ahmed, a souhaité d'abord la bienvenue à son homologue turc et à sa délégation qui l'accompagne. Voici un extrait de son intervention. En tant que ministre des Transports et des Infrastructures de la République de Djibouti, je suis honoré de partager avec vous une vision ambitieuse de la coopération entre nos deux nations sœurs. Cette coopération ambitieuse va au-delà d'un simple partenariat. Elle représente une opportunité de renforcer encore davantage nos liens historiques et de contribuer au progrès mutuel de nos peuples. Avec une coopération ambitieuse, nous avons déjà partagé des succès tels que le barrage de l'amitié, la mosquée Sultan Abdulhamid, les projets de construction de la rue Burhan B, et j'en passe. Je tiens à exprimer notre gratitude pour les discussions fructueuses qui ont eu lieu au plus haut niveau, notamment avec les chefs de l'État et président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, à ce sujet. Ces échanges ont créé une base solide et un accord tacite sur des initiatives conjointes, notamment la réhabilitation de la voirie urbaine. Nous sommes confiants que cette collaboration stratégique va au-delà de simples accords pour devenir une réalité palpable, marquée par une synergie d'efforts et un partage d'expertise. Votre appui est stratégique dans cette démarche serait non seulement un gage de qualité pour le futur projet, mais renforcerait également les liens bilatéraux entre Djibouti et la Turquie. Nous sommes convaincus que cette collaboration contribuera de manière significative au développement durable de Djibouti et nous espérons que vous considérez favorablement à ces requêtes. Autre actualité de ce journal, le ministre des Affaires musulmanes a parrainé la cérémonie de remise des prix au premier lauréat du concours national de mémorisation du Saint-Coran. Parallèlement à cette célébration de l'anniversaire d'Isra et de Mi'raj, le Palais du Peuple a abrité ce matin cette cérémonie consacrée à la remise des certificats d'appréciation et des prix au premier lauréat du concours national de la mémorisation du Saint-Coran, organisé chaque année par le département des Affaires musulmanes.
La cérémonie s'est déroulée sous le patronage du ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, M. Momin Hassan Barre, en présence du ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Warsam Dirié, ainsi que le directeur du département des Affaires musulmanes, M. Ismail Hassan, mais également d'autres cadres supérieurs de ce ministère. Les membres du jury, à leur tête Cheikh Mahmoud Ahmed Obsié, ainsi qu'un certain nombre de ulama, d'imams et de prédicateurs et des responsables des centres de mémorisation du Saint-Coran ont également participé à cet événement. Ce concours auquel participent des centaines de gardiens du livre d'Allah Tout-Puissant de Djibouti, de la capitale et des régions de l'intérieur, est organisé dans le but d'encourager les jeunes à mémoriser le Coran Karim, en plus de préparer une génération de lecteurs et gardiens représentant notre pays dans des compétitions régionales et internationales. Au cours de la cérémonie, les ministres et les responsables ont distribué des certificats d'appréciation et des prix aux lauréats de 3 niveaux du concours qui ont également assuré leur qualification pour le concours régional de mémorisation du Saint-Coran, le prix du président qui aura lieu pendant le mois sacré du Ramadan. Il est à noter également que ce concours se compose de 3 niveaux. Le premier niveau mémorisant le Saint-Coran dans son intégralité, le deuxième mémorisant 20 parties et le troisième mémorisant 10 parties. Le ministre des Affaires musulmanes qui a parrainé cette cérémonie a prononcé un discours félicitant les lauréats des premières étapes du concours national de la mémorisation du Saint-Coran et des récitations et d'intonations du Coran al-Karim, soulignant que cet événement coranique annuel vise à encourager les jeunes hommes et filles à maîtriser la mémorisation, la compréhension et le bon comportement pour être de bons citoyens et des modèles pour les autres jeunes. D'autre part, le ministre a saisi cette opportunité pour remercier le président de la République, Al-Hajj Ismaël Marguele, pour son aimable soin du livre d'Allah et honorant son peuple, appelant les lauréats à se préparer au concours régional de mémorisation du Saint-Coran pour remporter le prix du président de l'État, le chef de l'État, lors de sa 25e session qui s'y tiendra au mois sacré du Ramadan, Inch'Allah. Je vous emmène au nord à présent, où la 3e étape de la tournée de la caravane de la solidarité de cette année 2024 pour la ministre des Affaires sociales et des solidarités, Oloufé Ismail Abdo, et ses équipes. Cela à Benjamin de région, la région du centre du pays, Arta, qui a accueilli aujourd'hui les équipes du MAS et de l'ADDS. Et c'est la localité de Marjaga qui a eu cet honneur tôt ce matin. À son arrivée, la ministre Oloufé Ismail Abdo a été accueillie par le préfet de la région d'Arta, M. Hassan Tabale, le président du conseil régional El Mibouh Adé, les élus locaux d'Arta, les parlementaires ainsi que la population tout entière de la localité de Omar Djaga. La ministre a été accueillie en chant et en danse traditionnelle et folklorique exécutée par les artistes de la localité. Elle a eu droit à un bain de foule des grands jours. Tout de suite après son arrivée, la délégation ministérielle allait observer un spectacle auquel on n'assiste pas tous les jours. Un chambellan en train de téter sa mère, la chamelle. Par la suite, le lait de la chamelle a été trait et a été servi chaud aux invités dans un ustensile traditionnel au premier, auquel la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Oloufé Ismail Abdo, et ses accompagnateurs. Par la suite, la ministre allait assister à une rencontre avec les habitants d'Omar Djaga qui allaient lui exposer leurs différentes doléances. La ministre a également inauguré le marché local d'Omar Djaga en présence des autorités d'Arta et des élus et parlementaires, mais également en présence de la représentante de l'UNICEF à Djibouti. Ensuite, la rencontre avec la population, à l'instar des autres chefs-lieux et des localités visitées. La ministre a également tenu une rencontre avec la communauté de Omar Djaga. Les hommes et femmes de cette localité n'ont pas manqué de dresser une liste exhaustive des besoins et manques ressentis dans cette localité. La population s'est exprimée tour à tour pour exprimer ses doléances, comme le leur ont suggéré les autorités de la région. Les habitants de Omar Djaga ont soulevé des problèmes comme le manque d'infrastructures hydriques qui fait défaut dans ce village, le chômage des jeunes, l'augmentation des effectifs ayant accès à la carte passe, l'accès au programme d'alphabétisation, mené par l'UNFD qui était représenté en cette journée par la responsable des programmes au sein de cette noble institution, pour ne citer que cela. Et tout ceci dans la joie, la bonne humeur et la convivialité. Ensuite, pour les interventions, la chargée des programmes de l'UNFD, Mme Rokhaya Ali, a indiqué
que le programme d'alphabétisation des femmes et des jeunes filles déscolarisées de Omar Jaga sera bientôt effectif et verra le jour incessamment. De son côté, le président du conseil régional d'Arta, M. Elmi Bour, a rappelé le travail colossal accompli par la ministre des Affaires sociales et de Solidarité, Mme Oulouf Ismaël Abdo, lors de cette semaine de solidarité et l'a remercié de veiller à l'amélioration des conditions de vie de ses compatriotes. Et enfin, le préfet d'Arta, M. Hassan Dabelé, a indiqué que la lutte contre la pauvreté n'est pas une mince affaire et qu'il faudrait beaucoup de travail, de sacrifices et de temps pour pouvoir l'éradiquer. Ensuite, voici les dires de la représentante de l'UNICEF à Djibouti, Madame Beat Destel. On a entendu beaucoup de sujets, parmi eux la scolarisation, mais aussi surtout la question de l'eau. Ça, c'est quelque chose que l'UNICEF supporte dans toutes les régions avec grande fierté, à côté de MAS et aussi le ministère de l'Agriculture et plusieurs autres ministères, l'environnement aussi. Et on est vraiment hâte de connaître votre vision, mais aussi on est intéressé de connaître plus votre défi. Et si on peut supporter avec le point d'eau, on va envoyer notre équipe technique pour vous supporter. Ça, c'est une promesse que je vais tenir et on va revenir. Merci beaucoup. On revient à la capitale à présent, une activité culturelle captivante dans le cadre du mois national de l'artiste et de la langue maternelle que la directrice de l'insertion sociale, de la jeunesse et du volontariat, Mme Roya, accompagnée de son personnel, s'est rendue dans plusieurs CDC de la commune de Boulaous pour assister à des événements culturels qui y sont organisés. La visite a débuté au CDC du quartier 5 où toutes les associations culturelles des femmes du quartier étaient présentées. Les jeunes filles ont eu l'opportunité d'apprendre la couture et les confections de divers objets artistiques et culturels. Cet échange enrichissant a permis à chacun de profiter de l'occasion pour approfondir leurs connaissances dans ces domaines. S'en est suivi une visite au CDC du quartier 3 qui avait organisé une exposition artisanale à couper le souffle. Les nombreux jeunes présents ont pu apprécier et en apprendre davantage sur les techniques artisanales culturelles de notre chère patrie. Cette exposition a été un véritable succès et a suscité beaucoup d'admiration. Enfin, la visite s'est conclue au CDC du quartier 4 qui a également organisé une exposition artisanale. Les associations des femmes du quartier ainsi que les jeunes ont pu profiter de cet événement riche en culture. En cette merveilleuse soirée, des moments de chansons musicales rendaient l'atmosphère encore plus vibrante, permettant ainsi aux jeunes présents sur place de vivre une expérience inoubliable. Cette visite culturelle souligne l'importance de promouvoir l'art, la culture, la préservation et la transmission de patrimoine culturel, matériel et immatériel aux jeunes générations. Le mois national de l'artiste de la langue maternelle est une occasion unique de célébrer notre diversité culturelle et soutenir les talents artistiques locaux. Sport à présent, à la suite de leur remarquable succès au semi-marathon international de Djibouti, qui s'est tenu le vendredi 2 février 2024, les athlètes de la garde-côte djiboutienne ont été chaleureusement accueillis par le colonel Waïs Omar Bokoré, commandant de la garde-côte djiboutienne, dans son bureau au camp des Doralé. En présence du capitaine Mohamed Hussein Omar, officier des sports et de plusieurs autres officiers, le colonel Waïs Omar Bokoré a exprimé ses félicitations aux athlètes pour leur performance exceptionnelle lors de cette prestigieuse compétition. Les athlètes qui se sont démarqués lors de ce semi-marathon de Djibouti incluent le sergent-chef Aden Wabri Darar, qui est arrivé à la 2e place, le caporal Hani Idriss Hersi, qui s'est classé 7e, et le caporal Aye Farah, qui est arrivé à la 5e position de la course de 10 km. Le commandant a procédé à une remise de galons au grade supérieur pour féliciter et récompenser ses athlètes suite à leur exceptionnelle performance. Le colonel a également tenu à réaffirmer son soutien indéfectible envers les athlètes de la garde-côte djiboutienne. Dans un geste inspirant, il a souligné l'importance du sport en tant que vecteur de cohésion, de discipline et de dépassement de soi. Il a exprimé sa conviction profonde quant à la capacité du sport à forger des caractères forts et à cultiver des valeurs telles que l'esprit d'équipe, la persévérance et le fair play. En encourageant les athlètes à continuer à exceller sur la scène sportive, le colonel Waïs Omar Bokoré a affirmé que le sport joue un rôle crucial dans le renforcement de l'image de la garde-côte djiboutienne et dans la promotion d'un mode de vie sain au sein de l'institution.
Nouvelle mondiale à présent au sport. La Côte d'Ivoire affronte en demi-finale la Coupe d'Afrique des Nations, la République démocratique du Congo, ce soir à Abidjan. Les éléphants sont proches d'une victoire finale à domicile malgré un début du tournoi difficile. L'enjeu est également important pour l'équipe congolaise. Elle espère jouer la finale pour la première fois depuis 50 ans. L'autre demi-finale de ce soir va opposer les Super Eagles du Nigeria contre l'Afrique du Sud. Ce match ravive les souvenirs de la demi-finale de 2000 où les Super Eagles avaient triomphé 2-0 à Lagos. Le Nigeria a confirmé en ligne que son absence était due à un malaise abdominal nécessitant une surveillance étroite par l'équipe médicale. Les Super Eagles cherchent à ajouter une 4e étoile à leur palmarès. Le dernier titre remonté à 2013. En revanche, l'Afrique du Sud, avec une seule victoire en 1996, aspire à créer une nouvelle histoire dans ce tournoi. L'équipe sud-africaine qui n'a pas atteint les demi-finales depuis 2000. Je vous le disais dans le titre, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a rencontré le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi au Caire à l'occasion de sa 5e visite au Moyen-Orient depuis le début de la guerre à Gaza. Blinken espère faire avancer un éventuel accord de cessez-le-feu et la planification de l'après-guerre tout en apaisant les tensions régionales. Sa visite intervient également alors que l'Égypte s'inquiète de plus en plus des intentions déclarées d'Israël d'étendre son invasion dans la bande de Gaza aux zones situées à la frontière égyptienne. Le ministre israélien de la Défense a déclaré que l'armée finirait par cibler la ville de Rafah où plus de la moitié des 2,3 millions d'habitants de Gaza ont trouvé refuge et vivent désormais dans des conditions de plus en plus déplorables. Le Caire craint que les combats à proximité de sa frontière n'obligent les Palestiniens déplacés à passer en Égypte pour se mettre à l'abri. Les observateurs humanitaires de l'ONU ont déclaré mardi que les ordres d'évacuation israéliens couvraient désormais les 2/3 du territoire de Gaza, poussant chaque jour des milliers de personnes supplémentaires vers les zones frontalières. C'est tout pour ce journal de 22h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite des programmes sur Télé Djibouti.